Merci déjà de rester pour cette partie du cours. Merci à Louis de m'avoir invité. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que là, ça fait déjà deux cours, enfin ça fait déjà beaucoup d'informations et que je vais vous en redonner en quelques-unes. La bonne nouvelle, c'est que j'adorerais que Louis fasse un cours juste avant toutes mes présentations parce qu'il a expliqué déjà tout ce qui est important de savoir dans la génétique des traits complexes comme l'autisme. Donc, je vais vous présenter un peu les travaux que l'on a menés depuis quelques années. Et je dis toujours que voilà, vous avez une cellule ou une personne qui va être avec ses vulnérabilités. Et donc, j'ai passé ma vie à trouver des gènes qui font que vous n'allez pas bien. Et donc, je voudrais passer là les dernières années de ma vie à trouver des gènes qui font que vous allez bien. Et ce qui n'est pas obligatoirement évident, parce qu'en fait, on est très, très concentré sur les gens qui ne vont pas bien, ce qui est tout à fait normal. Mais à force d'être concentré sur les gens qui ne vont pas bien, on ne sait plus exactement ce que ça veut dire d'aller bien. Et donc, c'est aussi important. Et je pense qu'en France, on manque aussi de cette vision de regarder toute la population et pas uniquement les malades. Donc voilà un de mes héros, Claude Bernard, qui a dit quelque chose de très juste, en tout cas pour l'autisme, ça a été très juste, et en particulier en France. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Donc sur l'autisme, en France, on savait déjà. Il n'y avait pas besoin de faire de la recherche. Les deux premiers plans autisme, il n'y avait pas de recherche. Pas de budget pour la recherche. Et puis pour le troisième plan, la ministre avait donné 400 000 € sur 5 ans, ce qui était même plutôt injurieux. Donc, parce que si on pense qu'avec 400 000 € sur 5 ans, on va trouver ce que c'est que l'autisme, c'est un peu compliqué. Bon, voilà, donc je pense qu'on ne sait toujours pas ce que c'est, mais par contre, il faut chercher, et je pense que les parents ont été extrêmement culpabilisés, et quand je dis les parents, c'est surtout les mamans, en France, parce qu'on savait déjà que c'était elles qui étaient la cause de l'autisme, et qu'elles étaient froides, et qu'elles refusaient leurs enfants, qu'elles repoussaient leurs enfants. Donc, juste pour vous dire, c'est pas vrai. Ok, donc c'est vraiment important, mais c'est toujours pas mal ancré en France. Et je dis toujours que pour faire des synapses, c'est compliqué, mais alors pour en enlever, c'est encore plus dur. Donc, essayez d'être plastique. Voilà, mon deuxième héros. Je n'ai pas encore. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, en particulier en France, et c'est pour ça que c'est important que vous ayez des cours de génétique par ce monsieur, Louis, parce qu'on peut se poser des fois des questions comme est-ce qu'il y a vraiment des gènes dans le cerveau humain? Je dis ça parce que quelquefois, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que pour là, ça va. Des gènes du cœur ou des gènes du rein, personne ne va mettre ça en question, et bien sûr qu'il y a une génétique. Mais le cerveau, c'est toujours compliqué, quoi. Et ce qui est normal, hein, je veux dire, c'est un organe un peu particulier, c'est avec ça qu'on pense, pas une partie en tout cas. Et c'est pas nouveau. Donc à gauche, ce monsieur, c'est Charles Darwin que vous connaissez sûrement. Et à droite, vous ne connaissez pas, il était jeune avant d'être vieux, c'est Alfred Wallace qui un jour est allé voir Darwin et lui a dit « Je crois que j'ai trouvé quelque chose, la théorie de l'évolution ». Et donc Darwin n'avait rien publié jusqu'à présent. Et donc, mais Wallace a été très fair-play. Il a dit « Non, non, mais c'est vous qui avez trouvé, donc je me considère comme un darwinien ». Donc voilà. Et puis un jour, il a écrit un article en disant « C'est étrange, le cerveau, il fait des choses qui ne sont pas encore sélectionnées, et donc c'est bizarre avec la théorie darwinienne. » Et donc Darwin lui a envoyé un mail en disant que... C'est pour voir si vous suivez là. Donc il lui a envoyé un courrier en lui disant « J'espère que vous n'êtes pas en train de tuer notre enfant en disant que peut-être que pour le cerveau, la théorie darwinienne ne fonctionne pas, parce qu'effectivement, la théorie darwinienne, c'est vous sélectionnez, puis après vous avez un génome. » Voilà. Donc voilà, vous voyez que ce n'est pas si récent que pour le cerveau, c'est toujours un peu compliqué.
Donc, malgré ça, je travaille sur l'autisme en France, avec des financements d'autres pays. Mais, et pourquoi on pense que la génétique a un rôle? Et on pense que ce n'est pas évidemment un gène qui va faire que vous êtes autiste. C'est énormément d'étapes, et si vous êtes dans ce cours, vous savez parfaitement que des gènes vont, dans la majorité des cas, mais pas toujours, coder des protéines, que ces protéines vont faire des cellules, par exemple, vont faire des petites connexions entre ces cellules et entre les neurones, des synapses. Ça, c'est un film, mais c'est un peu la façon dont on voit les neurones se connecter les uns avec les autres. Et donc, vous connaissez, parce que vous êtes à ce cours, que les variations génétiques vont peut-être moduler ces synapses, moduler ces fonctions protéiques, et vont peut-être donner une probabilité plus ou moins grande d'avoir un autisme. Et ce qui est aussi très important, et Louis l'a rappelé, c'est que ce n'est pas uniquement un seul trait, les traits des maladies, il y a aussi d'autres aspects, les aspects dans la population générale, et par exemple l'anxiété, l'épilepsie, la cognition, les aspects cognitifs. On va revenir sur cet aspect, et les aspects sensorimoteurs qui sont probablement, pour les personnes autistes, on va revenir dessus, probablement les problèmes les plus gênants dans leur quotidien plutôt que l'autisme. Mais on reviendra là-dessus. Et puis, comme a dit, et c'est le prochain cours vendredi, tous ces gènes vont être dans un contexte. Et donc, quand vous êtes bébé, vous avez un contexte de bébé, vous êtes un enfant, vous avez un contexte d'enfant. Si vous vous faites harceler à l'école ou pas, effectivement, ça va beaucoup changer votre trajectoire et votre qualité de vie. Et puis après, au travail, si on vous accepte avec vos différences ou pas, ça va aussi beaucoup changer les choses. Donc moi, j'ai la chance de travailler avec des gens extraordinaires. Et en particulier, donc, moi je suis professeur à l'Université Paris-Cité, mais mon laboratoire est à l'Institut Pasteur. Et je dis toujours que la porte de mon labo, en fait, elle est à l'hôpital, à Robert Debré en particulier, où je travaille avec des cliniciens, donc des psychiatres, des psychologues, des généticiens, des orthophonistes. Et donc tout ça se passe à Paris. Et on va avoir très bientôt un nouvel institut, en 2027, du cerveau de l'enfant, qui va ouvrir ses portes à Robert Debré. Donc ces cliniciens évaluent la personne autiste, mais aussi les frères et sœurs qui n'ont pas de diagnostic, les parents. Et donc on essaye de voir le contexte dans lequel est cet enfant. Et puis après, les données génétiques vont être scrutées par des généticiens superbes, de l'imagerie cérébrale. Et puis, des fois, on trouve un gène, et je vous montrerai qu'on peut faire une petite souris qui est mutée dans ce gène et comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et tout ça, c'est une recherche intégrée. Et ça a été beaucoup financé donc, par l'Europe, qui m'a fait confiance, et donc je suis le généticien pour ces 3 gros projets européens. Et le dernier que je coordonne, que j'ai appelé R2D2, R2D2 Mental Health, pour risque, résilience et diversité développementale. Et pourquoi j'ai fait ce projet? De nouveau, je vous ai dit que j'ai passé ma vie à trouver des gènes qui font que vous n'allez pas bien, donc j'essaye maintenant de trouver des gènes qui font que vous allez bien. Et en plus, on avait un peu oublié des acteurs dans cette recherche, c'était les personnes concernées. Et donc maintenant, on travaille avec les personnes autistes, on travaille avec les personnes avec des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, d'autres troubles psychiatriques, et on travaille avec eux, avec des adultes, avec des adolescents, pour mieux comprendre ces troubles, ou ces différences, cette diversité de leur point de vue. Donc juste pour vous donner les définitions, qui sont assez à la fois simples et complexes, parce que un peu tout le monde est un peu dans le spectre, dans une certaine mesure, des atypicités dans les interactions sociales, des stéréotypies, des intérêts restreints. Le langage n'est plus vraiment dans le critère diagnostic. Et donc je vais laisser, si le son fonctionne, j'espère, Monsieur Kanner, qui a identifié pour la première fois, en fait, la première fois c'est une femme, mais on ne l'a pas vraiment reconnue, mais c'est elle qui a vraiment, quand on lit son papier, on voit que c'est vraiment, elle a présenté déjà l'autisme, mais elle n'avait pas été reconnue à l'époque.
Léo Kanner présente ce qu'il pense être les particularités de l'autisme. C'est en anglais, mais je vous montrerai après, enfin je vais traduire après. We have two specific symptoms that always have to be present in order to justify the diagnosis. They are extreme aloneness from practically the beginning of life and what I call a desire for the preservation of sameness, meaning that these children live in a static life where changes can be made by no one but the child himself. Donc ces deux critères qui sont importants, parce que c'est vraiment les critères qu'il a remarqués dès le départ, c'est les difficultés d'interaction sociale, mais aussi la difficulté au changement. Que ces personnes avaient vraiment beaucoup de mal à accepter le changement et avoir des intérêts restreints, répétitifs. Donc c'est ce qui a été présenté, et donc actuellement, certains psychiatres voudraient revenir à l'autisme prototypique avec un seul type d'autisme. On sait de plus en plus qu'il y a des traits autistiques dans la population, et puis on sait aussi que c'est très hétérogène, et que c'est pour ça qu'on appelle au laboratoire, on appelle ça l'autisme plus, l'autisme avec un grand S parce que c'est très différent d'une personne à l'autre, et plus parce que c'est hyper rare que l'autisme arrive isolé. L'autisme arrive souvent avec soit des problèmes sensorimoteurs quasiment tout le temps, et on n'a jamais vraiment bien regardé ça, la déficience intellectuelle, des problèmes circadiens, des problèmes gastro-intestinaux. Et ça, c'est ça probablement, en tout cas quand on parle aux personnes autistes qui peuvent parler, c'est le problème majeur pour leur quotidien. C'est un problème très important et qui n'est pas vraiment bien pris en compte. L'espérance de vie, c'est 20 ans de moins que la population générale, dû à des accidents, des épilepsies, des suicides. Et on reviendra sur ces aspects-là. Donc tout le spectre de l'autisme est touché par ces risques, une espérance de vie moins forte. Il y a plus d'hommes que de femmes. On ne sait toujours pas pourquoi. On sait qu'on est mauvais pour diagnostiquer les femmes avec autisme. On va revenir sur ce point-là. Et c'est à peu près 1 à 2% de la population. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà un peu l'augmentation de la prévalence d'autisme aux États-Unis. Donc on est passé d'une personne sur 5000 à maintenant quasiment une personne sur 38. Donc qu'est-ce qui a expliqué ça? Donc quasiment tout ce qui a augmenté ces dernières années a été associé à l'autisme. Et j'ai eu la chance de rencontrer Stephen Shore, qui est une personne autiste, qui a écrit le Autisme pour les nuls, Autism for Dummies. Et donc on était à New York et il nous a fait une présentation et il nous a dit « Ah, c'est simple, l'autisme, ça a augmenté autant que les paquets FedEx. » Et donc il a dit « Il n'y a probablement pas de relation entre les paquets FedEx et l'autisme. » Bien, mais il voulait dire par là que tout ce qui avait augmenté ces dernières années avait été à un moment associé. Et à un moment, il nous a dit, mais est-ce que vous voyez, ce qu'il y a entre le E et le X dans FedEx? Donc, j'étais à New York, j'étais un peu jet lag, je n'ai pas vu du tout. Et après, j'ai vu, parce qu'il m'a montré, il y a une flèche entre le E et le X de FedEx. Voilà, c'est un truc que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc maintenant, chaque fois que vous verrez un paquet FedEx, vous verrez la flèche, vous penserez à moi, à l'autisme, à Louis et tout ça. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Pourquoi il nous a montré ça? C'est qu'en fait, il nous a dit que la flèche de FedEx, c'est un peu l'autisme, c'est un peu comme la flèche de FedEx. C'est-à-dire qu'elle était là, mais on ne la voyait pas. Et qu'une grande partie de l'augmentation des diagnostics d'autisme, c'est deux choses. La première, c'est qu'on a élargi les critères diagnostiques. Donc maintenant, on a beaucoup plus de personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle et qui ont un autisme. Avant, c'était quasiment 2 tiers de personnes avec déficience intellectuelle. Maintenant, c'est 1 tiers seulement de personnes avec déficience intellectuelle. Le deuxième, on reconnaît beaucoup mieux les filles maintenant qui ont un autisme. Et puis surtout, on est beaucoup mieux armé à comprendre et à détecter l'autisme. Donc c'est ce qu'a montré Santosh il y a quelques années.
où il a vu aussi qu'il y avait des vases communicants entre diagnostics. Par exemple, il a montré que ces 10 dernières années, vous voyez ici, il y a beaucoup plus d'autisme. À tous les âges, il y a plus d'autistes. Et ce qu'on a peu médiatisé, c'est qu'il y avait moins de personnes avec déficience intellectuelle. En gros, ce qui se passe maintenant, c'est que quand un clinicien voit un enfant qui a des troubles des apprentissages, il va regarder ses interactions sociales, il va regarder ses intérêts restreints, et il va probablement, dans certains cas en tout cas, donner un diagnostic d'autisme. C'est en plus aux États-Unis aggravé par le fait que quand vous avez un enfant autiste aux États-Unis, vous avez des aides, des soutiens pour aider votre enfant, alors que vous n'avez pas ces soutiens quand vous avez un enfant avec déficience intellectuelle. Donc vous imaginez la pression pour aider ces familles de donner un diagnostic d'autisme, alors qu'il n'y a peut-être pas tous les critères de diagnostic d'autisme. En même temps, c'est des gens qu'il faut aider, donc c'est... Voilà. Donc mon laboratoire, il essaye de faire ces 3 étapes, identifier, comprendre et d'intervenir. Donc pourquoi? Parce que je pense que déjà, identifier, c'était vraiment important. Je vous ai dit la situation en France qui était qu'on avait déjà identifié que c'était les mamans qui étaient la cause, et que c'est toujours le cas, hein, qu'il y a encore des parents et des mamans qui se font culpabiliser pour l'autisme de leur enfant. Comprendre, je trouve que, on est dans ce lieu du Collège de France, c'est très important de comprendre et de comprendre avant d'intervenir. J'ai toujours un peu peur quand on intervient sans comprendre, quand on essaye de modifier la nature sans la comprendre. Donc la génétique de l'autisme, donc ce qu'on savait, c'est qu'on avait des études de jumeaux. Donc c'est une des dernières études de jumeaux. Il y avait plus de 22 000 personnes autistes. Ils ont regardé de différentes formes familiales, des frères, des sœurs, des jumeaux monozygotes, dizygotes, et ils ont montré que l'héritabilité, je sais pas, c'est un concept assez complexe, mais était à plus de 87%. Il y a une grande part du génome. Donc là, Louise vous a montré ça probablement il y a quelques cours, mais vous avez plein de façons de voir le génome. Donc ça, c'est ma vie. Il a dû vous la faire aussi, celle-là. Je sais pas, non, probablement. Tu la montres plus, celle-là aussi? Tu la montres encore. Ouais. Voilà. Et donc, entre vous et moi, on a à peu près une variation sur 1000. Je dis toujours qu'il y a des variations qui font quasiment rien, neutres. D'autres qui font que vous êtes un petit peu différent, et puis des fois des variations qui vont avoir des effets très très forts. C'est ce que vous avez expliqué dans le cours ce matin. Et on appelle ces mutations des polymorphismes de simples nucléotides. Et puis des fois, on peut avoir des variations qui sont plus drastiques. Par exemple, ici, c'est un enfant qui a perdu 5 millions de lettres, et vous voyez, il a perdu tous ses gènes sur un des chromosomes de son papa ou de sa maman. Et là, c'est un garçon qui a gagné 1 million de lettres. Donc 1 million de nucléotides. Donc vous savez qu'il y a la trisomie 21 où on a un chromosome supplémentaire. Là, c'est uniquement 1 million de nucléotides, de lettres, mais ça peut avoir un effet sur le phénotype et sur la probabilité d'avoir un autisme. Donc de nouveau, c'est un peu recyclé par rapport à ce que vous a montré Louis, mais c'est déjà pour vous dire que ce que dit Louis est vrai. Vous en doutiez pas, mais en tout cas, vous avez des variations. Ces variations sont parties d'Afrique et donc 95% de la diversité est en Afrique. Et on a une diversité, on a des variants, et la plupart des variants sont dans cette salle. D'accord ? Après, vous avez des variants qui sont rares, qui vont être peut-être dans une certaine population, et puis des variants ultra rares qui vont être un peu dans votre famille ou dans plus restreint. Donc, c'est une façon de le montrer. Moi, j'adore, j'écoute encore des vinyles, parce que je suis dingue. Et donc, si vous avez un vinyle, vous avez, voilà, tout ça, c'est les variations fréquentes qui sont à 1% de la population. Et donc, vous voyez, les variants rares, à moins de 1% de la population, ou entre 0,1 et moins de 0,1, c'est vraiment tout petit par rapport à toutes les variations communes qu'on a dans notre génome. Et on a 60 mutations que vos parents n'ont pas, et vous avez, et qui sont arrivés de nouveau.
Donc voilà, la génétique, ça serait super si c'était aussi simple que ça, avec papa comme ça, maman comme ça, et l'enfant comme ça. Mais des fois, c'est assez étonnant, et c'est ça qui a été un peu pourquoi je suis ici, c'est qu'en 2003, j'ai identifié donc, avec l'équipe, vous allez voir qui, ces premiers gènes impliqués dans l'autisme, et qui pointaient vers les synapses, ces points de contact entre les neurones. Et puis, quelques années, on a trouvé un autre gène impliqué et qui pointait aussi vers les synapses. Donc, juste pour vous montrer, maintenant que vous êtes des généticiens, donc maman, papa, puis là, c'était un garçon autiste, qui était autiste pas trop sévère, qui était verbal, mais qui était quand même avec peu d'autonomie. Par contre, son frère, lui, il voulait être infirmier, puis après, il voulait être chauffeur de taxi, il connaît toutes les rues de Göteborg par cœur, il peut les dessiner, c'est vraiment l'autisme qu'on voit un peu sur TF1 ou Netflix. Et tous les autistes ne sont pas comme ça, c'est important d'avoir ça en tête. Mais ces enfants, vous voyez, il y a T, 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 et puis là, c'était T, 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 T. Il y avait un T supplémentaire, donc un T sur 3 milliards de lettres, qui va faire un stop dans la mutation, dans la protéine. Donc au lieu d'avoir une protéine pleine longueur, vous avez une protéine plus petite, et qui va modifier cette capacité de la synapse de transmettre l'information. Pour Chang3, c'était aussi étonnant. Là, par contre, c'était de l'autisme très déficitaire, avec pas de langage, une déficience intellectuelle, de l'épilepsie, une régression. Et là, ces deux garçons ici avaient une seule mutation. Donc, vous voyez, de nouveau, et une mutation sur une copie du gène. C'est-à-dire qu'il y a encore une copie qui fonctionne, et une seule copie du gène est suffisante pour avoir un phénotype, un autisme aussi sévère que de ne pas avoir de langage et de pas avoir et d'avoir des crises d'épilepsie. Et ce dosage génique a été illustré par cette famille ici. C'est une petite fille qui a perdu ce gène et qui n'a pas de langage, qui a un autisme très, très sévère. Et son frère, lui, il a 3 copies du gène. Il a appris le langage de façon précoce et il a un syndrome d'Asperger. Donc vous voyez que c'est un dosage génique incroyable à la synapse. Donc quand je dis que j'ai découvert, c'est pas vrai, c'est les étudiants qui découvrent les gènes dans les laboratoires. Donc on était 3, Stéphane était étudiant, Hélène était technicienne, vous voyez qu'ils ont fait d'autres choses que de trouver des gènes impliqués dans l'autisme, et Christelle était aussi étudiante du magistère. Et après, Hélène est partie chez Louis, vous voyez que les généticiens, c'est une grande famille. Donc après Chang3, donc ils ont trouvé, quand on a trouvé ce gène Chang3, là je vous raconte 50 boulots dans une diapositive, mais on a trouvé grâce à de nouveau une autre étudiante, Claire Leblond, le gène Chang2, Chang1, et vous voyez ici, ça c'est le QI, le quotient intellectuel des participants de notre étude, et puis là c'est le Autism Diagnostic Interview. Donc plus tu scores, plus tu as des problèmes d'interaction sociale, de communication verbale, non verbale, ou des intérêts restreints, un comportement répétitif. Et vous voyez que les patients qui sont mutés dans Chang1 sont avec des QI tout à fait dans la norme, Chang2 c'est intermédiaire, et Chang3 malheureusement sont très déficitaires. Donc ça, ce n'était pas une super bonne nouvelle pour nous, parce qu'on pensait que voilà, si on allait trouver un gène ou une famille de gènes, Chang1, Chang2, Chang3 se ressemblent beaucoup, ils sont à la synapse, on se disait que ça serait un peu le même type d'autisme. Ah non, pas du tout. Là, c'est plutôt un type Asperger, là, c'est plutôt un type un peu intermédiaire, et malheureusement, Chang3, c'est une forme très sévère. C'est probablement dû où sont exprimés les gènes dans le cerveau et à quel moment, je reviendrai sur ces aspects-là. Donc, ça a été un peu une révolution parce que, vous voyez, c'était déjà les... on a vécu ça, donc c'était il y a 10 ans, on a les psychiatres qui allaient voir si les enfants avaient peut-être une clinodactylie, par exemple Chang2. On voit que ces enfants ont aussi d'autres aspects qui permettent, pour les cliniciens, peut-être de voir, tiens, quand on a un autisme assez modéré et avec une clinodactylie, une petite malformation des doigts, c'est peut-être une mutation Chang2. Donc les gens reviennent à ces patients. Les patients qui sont mutés dans Chang3,
sont, je vous l'ai dit, très sévères au terme cognitif, et en plus, ils ont une hypotonie. Donc maintenant, on découvre de plus en plus très tôt ces enfants avec mutation SHANK3, et SHANK3 est un des gènes majeurs de l'autisme en termes de prévalence. Donc on arrive avec ce schéma que j'ai publié il y a 10 ans, mais qui est toujours vrai, et qui fait écho à tout ce que Louise vous a dit. Donc pour les formes monogéniques, ou même de novo, là où les parents n'ont pas la mutation, on a maintenant à peu près 1800 gènes impliqués dans les troubles du neurodéveloppement et à peu près 200 qui vont aller plutôt vers l'autisme. Et puis on a ces formes polygéniques ou omnigéniques où là, les parents ont des variations génétiques qui vont augmenter la probabilité d'avoir un autisme. Ils sont peut-être un peu eux-mêmes dans le spectre, mais sous clinique, et ça va s'accumuler chez l'enfant, et par contre, là, l'enfant va avoir un diagnostic d'autisme. Et donc là, maintenant, vous êtes des spécialistes du GWAS, donc c'est ces fameux Manhattan plots qu'on utilise, on fait des polygenic scores, et on peut faire ça pour l'autisme, on peut faire ça pour l'anxiété, on peut faire ça pour beaucoup d'autres traits, et en particulier aussi pour le QI. Donc en France, c'est encore compliqué. Je vous ai dit, les gènes et le cerveau, c'est compliqué, et les gènes et le QI, c'est encore plus compliqué. Mais donc, je peux discuter avec vous plus tard, mais en tout cas, oui, effectivement, il y a des variations qui vont changer les points de QI avec ce que mesure le QI. Et puis, d'autres aspects, comme des notions d'empathie. Donc, je vais revenir sur ces aspects-là. Donc, on a fait un site web. Si vous avez un gène préféré, vous pouvez taper votre gène préféré ici, vous cliquez, et vous voyez si ce gène, on l'a considéré, les bases de données le considèrent comme un gène impliqué dans l'autisme, oui ou non. Vous pouvez aller voir sur le génome où est-ce qu'il se trouve. Si votre gène préféré est un gène impliqué dans l'autisme, vous pouvez voir dans le site de la Safari pourquoi il est un gène impliqué dans l'autisme. Vous pouvez regarder où est-ce qu'il est exprimé dans le cerveau. Donc vous voyez ici, par exemple, SHANK3 est très exprimé dans le cervelet chez l'homme. Vous pouvez aller regarder même s'il a un changement de variation génétique au cours de l'évolution des primates. Et puis si vous êtes motivé, vous pouvez même adopter un gène. Donc je suis le papa avec Richard des gènes SHANK1, SHANK2, SHANK3 pour lesquels on a adopté ces gènes et on a mis des informations pour les cliniciens, pour les familles, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe quand on a une mutation SHANK1, SHANK2, SHANK3. Donc pour revenir à ces mutations, ces variants qui sont dans cette salle, que les gens ont et qui vont peut-être s'accumuler, qui vont avoir des différences. Donc dans le laboratoire, on travaille sur l'autisme, mais on essaye de comprendre un peu ce qui se passe derrière l'autisme, et en particulier nos capacités, par exemple, de comprendre les émotions des autres. Donc les personnes autistes ont, dans l'empathie, donc je vais faire bref parce que je pourrais parler 2 heures de ça, mais l'empathie, il y a l'empathie qu'on appelle cognitive et l'empathie affective. L'empathie cognitive, c'est est-ce que vous êtes capable de reconnaître les émotions des autres? Et l'empathie affective, c'est quand vous avez reconnu l'émotion des autres, est-ce que vous ressentez vous-même un peu d'émotions similaires pour la personne? Est-ce que vous êtes triste quand vous voyez quelqu'un triste? Les personnes autistes n'ont pas de problème d'empathie en soi, ils ont juste que c'est très difficile souvent pour eux de reconnaître les émotions. Par contre, quand on dit que quelqu'un est triste, ils vont être en empathie affective, ils sont même peut-être un peu plus en empathie affective que la majorité de nos concitoyens. Donc il y a un test qui avait été mis en place par Simon Baron-Cohen dans les années 90 qui s'appelle Read the Mind in the Eye Test, ou lire l'esprit dans les yeux. Vous pouvez aller sur mon site et le faire si vous voulez. Faites-le en français, je crois que je l'ai mis en français et en anglais, mais faites-le en français si vous êtes français, parce que c'est quand même des termes un peu compliqués. Voilà. Mais en gros, là je l'ai mis en anglais, je suis désolé. Donc on vous donne des yeux et on vous demande, tiens, cette personne-là, est-ce qu'elle veut plutôt jouer, confortante, est-ce qu'elle est irritée ou est-ce qu'elle s'ennuie? Vous cliquez, après vous avez 36 paires d'yeux, et vous faites ça, voilà. Et après vous avez un score.
Donc, si vous avez genre 35-36, vous êtes super doué pour lire les expressions, lire l'émotion dans l'esprit des gens, dans les yeux des gens. Si vous êtes là, vous êtes dans la moyenne, ce qui est OK. Si vous êtes là, vous inquiétez pas. Mon beau-frère est là. Et il vote Trump. Bon, je ne sais pas si c'est une corrélation, mais il joue très bien du piano, il est plutôt sympathique. Mais donc, il y a des gens qui sont... c'est impressionnant l'information qu'on a dans les yeux. Mais pour certaines personnes, c'est quand même compliqué de la décoder. Et je pense qu'on a du mal à comprendre que, effectivement, on a l'impression on voit le monde comme les autres, mais vraiment, moi, ce que j'ai appris de la recherche sur l'autisme, c'est qu'on voit le monde un peu différemment tous. Et qu'il faut aider, en particulier à l'école, mais je reviendrai sur ça. Donc, ce qu'on a fait, on a fait notre boulot de généticien, on a fait des études de jumeaux, on a vu qu'il y avait à peu près 28% d'héritabilité, donc, comme a dit Louis, sur 10 points, il va y avoir 3 points qui vont être dus à votre génome. Là, je pourrais avoir des difficultés en France parce qu'on a contacté 23andMe, qui est la compagnie qui... en France, vous ne pouvez pas faire votre génome. Vous n'êtes pas assez... Bon, c'est un problème, ok. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Vous êtes assez majeur et vacciné pour regarder votre génome, mais bon. En tout cas, on a mis le test sur le site de 23andMe et assez rapidement, on a eu 88 000 réponses et on a pu faire ces premiers GWAS de lire l'esprit dans les yeux et de comprendre quelles sont les variations qui sont derrière. Donc on a fait ça pour le Read the Mind and the Eye test, pour un quotient d'empathie et aussi un quotient de systemizing. Systemizing, c'est des questions pour savoir un petit peu votre côté ingénieur, c'est-à-dire est-ce que vous aimez bien résoudre des problèmes, classer des trucs. J'adore cette photo parce que le petit garçon autiste, là, il a classé tous ses jouets avant d'aller s'endormir. Et donc voilà, et donc on a vu, et donc je ne vais pas vous raconter tous les résultats, mais on a vu qu'en fait, les personnes autistes avaient moins de variations qui donnaient des scores d'empathie et plus, par contre, de variations qui donnaient ces aspects un peu systemizing dans leur génome. Donc, à cette partie-là de la présentation, je vous montre un tout petit peu comment j'explique un peu cette diversité génétique. Donc, si vous aimez boire, vous savez qu'il y a des alcools forts et des alcools moins forts, et on se rappelle le lendemain la quantité et la qualité de l'alcool qu'on a bu. Et les variations génétiques, c'est un peu pareil. On va avoir des variations qui vont être très très fortes, des variations qui vont être moins fortes. Là, ici, si cette dame s'arrête de chanter, vous allez tout de suite entendre la différence, d'accord ? Par contre, si lui s'arrête de jouer, sauf si vous avez des oreilles de dingue, ça va être quand même compliqué d'entendre la différence, d'accord ? Mais par contre, si tout cela, il s'arrête de jouer, là, vous allez commencer à entendre une différence, d'accord ? Donc voilà, ça c'est Madame Chang 3. Puis là, c'est toutes les variations génétiques qui vont jouer une mélodie derrière et qui sont super importantes. C'est un peu comme si vous enlevez un petit point ici, vous allez toujours voir la tour Eiffel, vous enlevez une petite goutte d'eau, vous allez toujours voir la vague. Mais en gros, ensemble, ils peuvent faire un super tableau. Deux super tableaux, une super vague. Donc c'est vraiment important parce que ces personnes qui sont avec une vulnérabilité génétique, effectivement, dans certains cas, ça va être très très compliqué, mais dans d'autres cas, on peut avoir dans l'environnement génétique ou dans l'environnement de la personne, des moyens de faire que cette personne, même si elle est vulnérable, va pouvoir s'épanouir. Donc deux résultats récents, puis un peu ce qu'on fait quand on trouve un gène. Donc deux résultats récents, en tout cas ces dernières années, au lieu de dire autisme oui ou non, on a fait une analyse factorielle, donc on a essayé de comprendre un peu quelles sont les facettes de l'autisme. Pourquoi ? Parce que si on arrive à trouver des facettes intéressantes, on peut se dire, tiens, on va faire une intervention plutôt pour ça. Ou là, pour cette facette-là, on va faire une intervention ciblée au lieu de faire une intervention ciblée sur l'autisme. Donc, de nouveau, ça a été un gros boulot, un gros travail. On a étudié 24 000 personnes autistes
avec 2 questionnaires qui sont les Social Communication Questionnaire et Repetitive Behavior Scale, qui sont un peu les 2 questionnaires les plus utilisés pour essayer de mieux comprendre cette granularité de l'autisme. Et on est tombé sur des choses qui sont un peu évidentes, hein, mais des aspects sensorimoteurs, ce que disait Kanner, donc en 1943, l'assistance pour pas que ça change, les aspects de langage, l'automutilation qui est important, puis les aspects de communication. Quand on a fait ça, après, on peut poser des questions assez simples. C'est par exemple, est-ce que les garçons et les filles sont différentes, sont différents dans le spectre de l'autisme? Et en fait, on a vu que souvent, les hommes ont des intensités d'autisme plus fortes que les filles. Okay. Par contre, on avait un facteur qui était plus haut chez les filles, c'était l'automutilation. Donc vous voyez que, et c'est ce qu'on avait déjà vu, on avait déjà vu ça avec l'équipe clinique française, où on avait, sur 2 autres cohortes, vu qu'il y avait plus d'automutilation chez les filles que chez les garçons. Donc vous voyez que c'est ce type d'études, je pense, qui sont vraiment importantes pour la personne. Pourquoi ces gènes vont faire de l'autisme, c'est super intéressant. Mais si on essaye de comprendre maintenant, voilà, ces gènes vont aussi donner plus de probabilité d'automutilation, ou même, voilà, donc ça c'est à mon avis très important pour la personne. Donc après, on peut aussi poser des questions assez simples qui nous a quand même pris pas mal de temps, mais par exemple, quand on regarde les personnes autistes, quelle est la différence entre une personne qui a une mutation, ces fameuses mutations, vous voyez, cette cantatrice là qui a une mutation très très forte et qui s'arrête de chanter, qu'est-ce que ça va faire est-ce qu'il va être différent des autres autistes? Et bien, ce que l'on voit, c'est que les traits autistiques sont un petit peu plus élevés, mais surtout, c'est son QI, c'est sa capacité à apprendre, qui va être modifiée quand on va avoir ces mutations très fortes. Et le délai d'acquisition, par exemple, du langage qui va être vraiment plus forte que pour les autres autistes. Après, on regarde les polygenic scores. Donc, merci encore, Louis, parce que normalement, j'essaye d'expliquer les polygenic scores. Mais en gros, c'est comment vous accumulez ces variations qui vont donner une probabilité de certains traits. Donc, on a regardé, par exemple, le polygenic score d'autisme. Donc là, vous avez tous les autistes, et on regarde ceux qui ont plus de polygenic score d'autisme. Et on voit, donc, si c'est plus haut, c'est que les scores sont plus intenses. Donc vous voyez que les scores d'autisme sont un peu plus intenses, tout est un peu plus en haut, mais ça ne change pas beaucoup de ça. Donc ça veut dire que si vous avez plus de polygenic score dans les personnes autistes, ça ne va pas changer beaucoup votre intensité, un petit peu plus. Par contre, et c'est là où on a été surpris, un peu moins surpris, c'est que si vous faites la même chose, maintenant vous prenez les scores polygéniques de l'hyperactivité, les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Là, vous voyez que les personnes autistes qui ont des polygenic scores de troubles de l'hyperactivité, eux, vont avoir des intensités d'autisme très fortes, et en particulier l'automutilation. Et donc là, en France, c'est quand même, il y a des polygenic scores d'années d'études. Je sais qu'en France, c'est un peu compliqué, mais donc on a demandé aux gens quelles étaient leurs années d'études, et on a fait un polygenic score de ça. Eh bien, quand on a des taux élevés de polygenic score d'années d'études, vous voyez que les enfants, les personnes autistes, ont des intensités plus faibles. Comme si ça protégeait, ces variations qui vous donnent plus d'années d'études vont protéger la sévérité, enfin, vont protéger les personnes de la sévérité des troubles autistiques. Dans un deuxième papier, donc vous voyez l'interaction entre gènes monogéniques, les gènes polygéniques, et j'ai toujours dit que les gènes n'avaient jamais lu le DSM-4 ou le DSM-5, les catégories psychiatriques, et qu'en fait, c'est vraiment un cocktail qui va faire que la personne va être plus ou moins intense en termes de vulnérabilité. Donc ce papier qu'on a fait récemment, là, on s'est posé la question de, voilà, vous avez une mutation, qu'est-ce qui va... Est-ce que c'est une fatalité d'avoir un diagnostic
ou est-ce que des gens peuvent ne pas avoir de diagnostic? Donc on a pris les 220 gènes appliqués dans l'autisme, les tops. Le tour de force, c'était de regarder 13 000 personnes autistes et 200 000 personnes de la population générale, avec à la fois les variants rares et les variants communs. Et pour ceux, les aficionados de la génétique dans l'audience, comme je suis né au XXe siècle, j'ai demandé aux gens du labo de vraiment regarder s'il y avait vraiment une mutation, parce qu'on est en train de regarder des gens qui ont des mutations impliquées dans l'autisme dans la population générale. Donc là, ils me haïssent encore de regarder tout ça, mais c'était pour être sûr que les gens avaient les mutations. Toutes ces données sont des données américaines ou anglaises, et ils partagent les données. Si vous pouvez faire que la France partage des données, venez me voir. Donc quand on fait ça, quand on regarde des gènes impliqués dans l'autisme chez des autistes et dans la population générale, normalement on a des p-values sympathiques parce qu'en fait on regarde des gènes, oui, effectivement, il y a plus d'autistes qui ont ces gènes impliqués dans l'autisme que la population générale. Dans toutes les cohortes qu'on a regardées, on a ça. Par contre, vous voyez déjà qu'on a chez les frères et sœurs, chez les mamans, chez les papas, dans les cohortes, on a, ou même dans la population générale, des gens, c'est pas zéro, on a des gens qui ont des gènes impliqués, des variations génétiques, donc c'est des variations perte de fonction, qui sont impliquées dans l'autisme. Et donc c'est très différent d'un gène à l'autre. Donc là, c'est la probabilité d'avoir un autisme, c'est le ratio de personnes autistes sur le nombre de personnes qui ne sont pas autistes. Et là, c'est le nombre de porteurs dans la population autistique. Donc vous voyez que tout en haut, ici, là, pour une poignée de gènes, c'est les gènes pour lesquels on a regardé les mutations, et on a regardé pourtant 200 000 personnes de la population générale, et on n'a jamais vu quelqu'un qui était muté dans ce gène dans la population générale. Donc pour ces gènes-là, donc maintenant on est en train de regarder 2 millions de personnes, donc on va peut-être trouver quelqu'un, mais pour ces gènes-là, on a l'impression qu'effectivement, quand vous êtes muté, vous avez un diagnostic d'autisme. Okay ? Par contre, regardez, la plupart du temps, on a trouvé 1, 2, 3 personnes dans la population générale qui étaient porteurs de ces mutations. Donc la question, c'était qui sont ces porteurs de mutations de perte de fonction dans des gènes appliqués dans l'autisme, dans la population d'autistes. Donc je vous passe tous les détails, mais en gros, on a regardé 18 000 traits de UK Biobank. On a fait ce qu'on appelle un PheWAS, donc c'est le contraire d'un GWAS, mais on regarde tous les phénotypes et on regarde si les personnes qui sont mutées sont différentes. Et on est tombé sur ces scores. Donc on a vu des scores d'éducation où les personnes qui étaient porteuses de ces gènes avaient moins de niveau d'éducation, ils étaient plus au chômage, ils étaient plus avec des problèmes de santé. Ils avaient moins de salaire que les gens qui n'étaient pas porteurs, et ils étaient ils habitaient dans des régions à forte densité de personnes avec une déprivation matérielle. On a d'autres aspects qui sont... Mais donc vous voyez que ces gens sont porteurs de mutations. Et il y a quand même un petit effet sur leur inclusion peut-être dans la société. J'avais été très influencé par un papier qui est sorti sur UK Biobank et je trouvais que c'était assez... des fois, les généticiens sont un peu étonnants. Ils avaient regardé, donc il y a un groupe de généticiens qui a regardé... Donc UK Biobank, c'est 500 000 personnes et qui répondent à des questionnaires, mais on a la génétique pour tout le monde. Et donc, ils ont posé la question, est-ce qu'il y a une génétique de la réponse au questionnaire ? Donc en gros, ils ont pris les gens qui avaient répondu au questionnaire et les gens qui n'avaient pas répondu au questionnaire, ils ont fait un GWAS comme étant... Et ils ont vu qu'il y avait des différences et que particulièrement que les personnes qui répondaient au questionnaire avaient plus de polygenic score d'intelligence. Donc en gros, on est un peu biaisé dans UK Biobank, on le sait, mais on a une façon aussi de voir ces biais. Et effectivement, nous on a vu que d'avoir une mutation, eh bien, vous avez moins de chances d'aller dans le scanner de UK Biobank et vous avez moins de chances de répondre aux tests d'intelligence, de salaire et d'années d'études. Donc, oui, il y a des gens
qui portent des variations génétiques associées à l'autisme dans la population. Donc, des fois, les personnes vont être en grande difficulté. Des fois, ça va aller. Il y a des gens qui gagnaient plus que moi, et ce qui n'est pas non plus très, très compliqué pour un professeur à Paris, et qui étaient mutés. Donc, il y a, en tout cas, sur ce critère d'inclusion dans la société, ils étaient meilleurs que moi. Et probablement, beaucoup de gens qui n'ont pas le diagnostic, mais qui sont en difficulté. Donc, d'où viennent les différences? Donc, on a posé une question assez simple, mais on s'est dit, voilà, il y a plus de garçons que de filles dans l'autisme. Est-ce qu'il y a plus de résilients, entre guillemets, de personnes qui n'ont pas eu le diagnostic chez les filles? Donc là, le modèle était celui-là. Vous avez des scores polygéniques très élevés, vous avez des mutations, où là, vous êtes porteur de mutations. Et en fait, on s'est rendu compte que pour les porteurs de mutations, eh ben, en fait, on avait autant de garçons que de filles dans la population générale. Par contre, on avait plus de filles autistes qui étaient mutées. Donc là, c'est la diapo la plus compliquée, parce que ça m'a mis un moment avant de comprendre. Mais voilà un peu où est-ce qu'on en est actuellement. Quand vous avez des scores polygéniques très hauts, vous n'avez pas trop de différence garçons-filles, hommes-femmes. Les hommes et les femmes sont à peu près au même niveau de vulnérabilité, ou en tout cas de probabilité d'avoir un autisme. Pour les mutations fortes, pareil. Genre accident de bagnole, vous êtes garçon ou fille, il n'y a pas de différence. Par contre, on pense que ici, là, pour des variants rares qui ont peut-être un peu moins d'effets, ou des polygéniques scores un peu intermédiaires, là, probablement, les garçons sont peut-être un peu plus, vont avoir probablement plus de chances d'avoir un diagnostic. Mais, mon héroïne, Lorna Wing, qui est une psychologue autiste, psychologue sur l'autisme, et qui avait une petite fille autiste qui a fait un travail extraordinaire. Si vous avez des choses à lire sur l'autisme, lisez Lorna Wing, c'est incroyable. Et c'est elle qui a utilisé pour la première fois le mot camouflage. Elle a dit qu'en fait, il y avait probablement des personnes dans la population, et en particulier des filles, qui utilisent ce qu'on appelle le camouflage, qui imitent un peu les neurotypiques pour être acceptés dans notre société. Et si on lit les travaux de William Mundy, qui sont extraordinaires, sur le camouflage, donc c'est souvent des femmes, mais aussi il peut y avoir des hommes qui utilisent le camouflage, et ce que montre William Mundy, c'est que ces personnes qui n'ont pas le diagnostic parce qu'elles camouflent leur autisme, ou qui ont le diagnostic, mais dans leur vie quotidiennes ne disent pas qu'elles sont autistes et font comme si elles étaient neurotypiques, eh bien, ces personnes ont moins de qualité de vie, plus de dépression et plus d'anxiété que les autres autistes. Donc, c'est vraiment un message, je pense, important. Et d'ailleurs, quand on a fait notre papier, il y a eu un très joli News and Views qui a été fait dans la même revue et qui a essayé de mieux comprendre un peu comment on pouvait réconcilier à la fois la génétique et la neurodiversité, et qu'on a vraiment quand même besoin que cette neurodiversité soit acceptée dans notre société, parce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent et qui découvrent qu'ils sont un peu différents des autres, qui ont ces difficultés, et qu'au lieu de dire, bah voilà, il faut les accepter. Donc, juste pour vous donner un peu les dernières nouvelles des gènes, donc pour ce qui est des variations rares, on connaît de mieux en mieux les gènes, et maintenant, plus le cercle est grand, vous voyez, plus la probabilité d'avoir un autisme est importante. Donc il y a toujours la synapse qui est très très importante. Il y a aussi des gènes qui régulent l'expression des gènes. Cerclés de vert, c'est aussi des gènes qui vont vous donner des épilepsies. Donc c'est aussi très important de pouvoir diagnostiquer très tôt pour pouvoir donner aux personnes le bon anti-épileptique. Pour tous ces musiciens-là, en fait, ces musiciens, ils ne jouent pas que pour l'autisme. Donc ça, c'est le GWAS de l'autisme, et comment il est corrélé à d'autres GWAS. Donc là, je vous l'ai mis en plus grand. Donc de façon pas totalement surprenante, le GWAS de l'autisme, donc les variations communes des gènes associés à l'autisme, sont très très corrélées aux variations qui vont vous donner plus de probabilité d'avoir un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. C'est aussi, malheureusement,
des variations qui vont vous donner aussi plus d'anxiété. Donc voilà, donc ces variations génétiques, de nouveau, elles n'ont jamais lu les critères diagnostiques des psychiatres, mais elles vont, en cocktail, vont faire que vous êtes plus en moins en difficulté. Voilà, je vais vous passer rapidement maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un gène, et quand on trouve un gène vraiment avec un effet majeur, ou les gènes Shank, et comment on fait pour faire que ses parents et ses patients ont une meilleure qualité de vie. Donc cette synapse ici, là, vous voyez ici, c'est les gènes Shank qui font un peu qui sont des protéines d'échafaudage, on appelle ça, vraiment des scaffolding proteins de la synapse. Donc quand on trouve un gène, une des choses qu'on peut faire, c'est de faire un petit modèle d'animaux, donc ça prend beaucoup plus de temps, mais là je vais aller vite. Donc voilà la souris, et voilà Elodie, qui écoute les souris chanter au laboratoire. Et la première chose qu'elle a vue, c'est une souris, quand on a fait une souris qui est mutée dans SHANK2. Donc là, si vous n'avez jamais vu une souris dans une bassine, c'est passionnant. Là, c'est la souris SHANK2. Donc vous allez voir tout de suite. Donc voilà, donc je dis toujours que si une souris va à l'hôpital, comme ça, elle va voir directement le spécialiste de l'hyperactivité, sans passer par le spécialiste de l'autisme. Donc c'est vraiment le premier phénotype qu'on a vu. Le deuxième phénotype qu'on a vu, c'est un mâle, et on va introduire une femelle en chaleur dans la cage. Voilà, c'est ce qu'on fait à Pasteur. Donc si vous n'avez jamais vu ça, voilà, c'est tout mignon. Et là, c'est un mâle muté pour SHANK2. Voilà, j'espère qu'après les 4 heures de cours, vous voyez toujours un peu la différence. En tout cas, quand on a vu ça, et le thème de la chaire de ces génétique et évolution, je n'étais pas du tout sûr que ça allait donner des choses d'interaction. Vous voyez que ce n'est pas qu'il n'est pas intéressé, vous allez voir. Donc ces souris, donc en tout cas, vous allez voir qu'il y a des problèmes d'interaction sociale, c'est sûr. Et aussi des problèmes de vocalisation, donc vous ne savez peut-être pas, mais les souris, vous voyez, il va la suivre, mais c'est vraiment pas comme ça, hein, c'est sûr. Et donc ça, c'est un micro pour écouter les souris dans l'ultrason. Et je la laisse. Vous voyez, il est quand même... voilà. Donc c'est très très différent des souris qui ne sont pas mutées. Donc j'ai dit à Elodie, si tu veux savoir ce que disent ces souris, il va falloir vraiment beaucoup de vocalisation. Il va falloir un énorme... C'était même pas... on ne parlait pas d'IA à l'époque, mais il va falloir beaucoup de données. Et il va falloir faire un truc genre YouTube, mais pour les souris, genre MouseTube. Et donc, normalement, quand je dis un truc comme ça, on ne me prend pas au sérieux, mais elle m'a pris au sérieux. Elle a fait MouseTube, qui est la première plateforme de partage de vocalisation de souris. Et vous pouvez aller, si vous écoutez les souris ou si vous enregistrez les souris, vous pouvez aller là. Et puis, donc, Elodie, c'est une éthologiste. C'est quelqu'un qui a écouté les babouins vocaliser au Nigeria avant d'aller au -1 de l'Institut Pasteur écouter les souris chanter. Et je lui ai dit, t'es sûr que tu veux faire ça? Elle m'a dit oui. Mais très rapidement, elle a dit, c'est pas possible, je suis en train de regarder les vidéos, en train de regarder et c'est pas possible. Donc, elle a rencontré Fabrice, et ça, c'est une des chances qu'on a à Pasteur, d'avoir des gens comme ça un peu différents qu'on peut rencontrer à la cantine. Et un jour, elle lui a dit, j'étais là, hein, elle lui a dit, je veux voir les souris toute la journée, toutes les nuits, savoir ce qu'elles font en live, dans un environnement riche, voilà. Et si vous connaissez un peu Fabrice, il a dû dire ça. Oui, c'est possible. Donc, parce que lui, il ne connaissait rien aux souris, mais il connaissait bien les images. Et donc, ça nous a pris un peu plus de 5 ans pour faire ça, mais voilà. Donc, ça s'appelle le Live Mouse Tracker. Donc, quand je dis 5 ans, donc voilà, comme ça. Et donc, tout ce que fait la souris, donc il y a un peu de machine learning, parce que maintenant, dans tous les talks, il faut un peu de machine learning. Qui reconnaît l'identité des souris, exactement ce que font la souris, ça va dans une base de données. Donc, et Elodie, elle voulait vraiment que les souris soient dans un enregistrement avec des Lego et tout ça, donc tout ça, ça fonctionne. On s'est même mis à la place des souris pour essayer de mieux comprendre comment elles étaient, donc on n'a pas mis des caméras, hein, on a reconstruit les images. Mais en tout cas, on a une manière, on peut analyser la complexité de ces comportements. On a même fait un petit film et puis une petite feuille Ikea pour construire le système. Le système est open source.
Et donc maintenant, il y a plus, là, c'est un peu, il y a encore plus de laboratoires dans le monde qui utilisent le système, et des gens qui, par exemple, testent qui travaillent sur la petite souris qui a une mutation X fragile pour tester des molécules. Donc on a un peu une Rosetta Stone maintenant, enfin une pierre de Rosette avec... on peut regarder pendant 3 jours, 3 nuits, enfin même une semaine là, au laboratoire ce que font les souris, et on peut les écouter. Et là, que je ne veux pas vous montrer le truc, mais si vous voulez aller sur le site, vous pouvez entendre les souris chanter, ça va peut-être se mettre en place d'ailleurs. Et donc on a... Ouais, voilà. Si vous n'avez jamais entendu les souris chanter, voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais arrêter parce que... Ok. Et merci. Et donc maintenant, vous ne moquez pas de moi, mais on est en train de sous-titrer les films avec qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce qu'elles disent. Et là, le premier résultat qu'on a eu, donc on a mis 2 mâles ensemble pendant 3 jours, 3 nuits et 2 femelles ensemble. Et à chaque fois qu'il y a du bleu, elles vocalisent. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais on ne travaille plus chez les mâles. Ça a été vraiment... et donc, on a testé à 5 semaines, à 3 mois et à 7 mois, quasiment aucune vocalisation des mâles. Et les femelles vocalisent, avec des vocalisations plus riches qu'on attendait. Et en plus, les mâles, des fois, ils vocalisent, mais quand ils vocalisent, ils sont tout seuls. Et les femelles vocalisent en groupe. Donc on ne sait toujours pas ce que ces vocalisations veulent dire, on ne sait même pas si c'est vraiment de la communication, pour vous dire. Ce qu'on sait, c'est que les souris Chang 2 et Chang 3 ont des baisses de vocalisation quantitatives et qualitatives. Donc on essaye maintenant de comprendre un peu mieux quelles sont la communication qui est derrière. On a aussi ces souris qui se toilettent de façon excessive, un peu ces aspects de stéréotypie, et on a pu mapper ça dans le striatum, ce qui n'est pas totalement étonnant. Après, on a fait des petites... Donc ça, de nouveau, c'est 5 ans de boulot, mais on a pris des petits morceaux de peau des enfants et on a dérivé ça en neurones. Et on a fait des cellules souches qui ont été dérivées en neurones. Et avec Alexandra Benchoua, on a testé des molécules. Vous savez, vous vous rappelez, Chang 3, il y avait une mutation, il y avait encore un gène qui fonctionne. Donc on a testé 205 molécules FDA approved, qui sont sur le marché, et qui pourraient booster Chang 3, le gène qui fonctionne. Et on est tombé sur 2 champions, valproate et lithium. Et donc le lithium était un peu plus spécifique de Chang 3. Donc j'ai dit ça à Tobias, et on a montré que, enfin, il avait un sourire encore plus grand, et il voyait qu'effectivement ça boostait Chang 3 dans les cellules. Gina Torrigiano, qui est madame plasticité synaptique, a pris nos résultats et elle a vu que ça baissait les groomings, que ça remettait la plasticité synaptique. Mais je dis toujours, et je crois que je me demande si ce n'est pas Louis qui l'a dit la première fois, tu vas me dire, qu'on vit une époque formidable pour les souris. Quasiment on est soigné de tout. C'est toi qui as dit ça une fois ou pas? Ok, bon, moi je le dis maintenant pour toutes. L'immunité travaillait tellement chez les réponses immunitaires, mais chez la souris, c'était un chercheur américain à Stanford qui avait commencé sa présentation en disant « J'ai plein de bonnes nouvelles aujourd'hui pour les souris de la salle ». C'est ça. Donc voilà, donc, chez l'homme, c'est un peu plus compliqué, comme vous l'imaginez. Et donc, on a fait un essai clinique pour lequel on commence à voir les résultats. Je ne sais toujours pas qui est sous le placebo et sous le lithium. Donc, mais en tout cas, on a inclus 22 enfants. Vous vous rappelez ces formes d'autisme très, très sévères avec régression et épilepsie. Voilà les perspectives. On va avoir un nouvel institut. Ça, c'est plutôt bien. Et c'est un institut... Déjà, je trouve qu'il ressemble, enfin, c'est les photos un peu du nouveau bâtiment qui va arriver en 2027. Et déjà, je trouve qu'il ne ressemble pas trop à un hôpital, ce qui est déjà pas mal. Et en plus, c'est un endroit où il va y avoir le parcours de soins et le parcours éducatif qui vont bosser ensemble. Donc ça, je pense que ça va être vraiment un endroit hyper important pour les familles. Il va y avoir évidemment de la génétique, mais pas que ça.
Il y a Ghislaine Dehaene qui s'occupe beaucoup d'imagerie, Stéphane Auvin qui s'occupe des aspects précliniques et aussi sur l'épilepsie, et Richard qui fait la partie psychiatrie. Donc on bosse avec le projet France Médecine Génomique 2025. Maintenant, dans l'autisme avec déficience intellectuelle, on a à peu près 30-40%, parce que maintenant on a de résultats positifs, où on a la forme génétique de la personne. Donc après, on peut faire des essais ciblés qui soient à la fois soit éducatifs, soit médicamenteux, et je pense que les médicaments, ils ne vont rien faire s'il n'y a pas un programme éducatif pour le môme. Donc c'est important. Si vous avez des personnes autistes autour de vous, des personnes neurodiverses avec des enfants, vous pouvez aller sur Clepsy, c'est une super ressource. Vous avez tout sur mon site Pasteur, si vous mettez Thomas Bourgeron, autisme, vous allez tomber dessus, qui sont des choses pour le quotidien des familles, et c'est super important. Et puis R2D2, je vous ai dit, c'est un projet qui me tient à cœur, parce qu'en fait, on a 3 changements de paradigme. Oui, on travaille sur le risque, mais on travaille beaucoup sur la résilience. Donc on travaille sur des gens qui vont bien, ce qui est un peu étonnant, et c'est pour ça qu'on a besoin pas d'être uniquement focalisé sur les patients, mais aussi de comprendre pourquoi certaines personnes autistes vivent bien et qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Et par exemple, donc on travaille avec des personnes autistes, avec des adolescents qui vous disent, je vais en retirer un peu. On travaille sur le fonctionnement, donc on aime bien autisme oui ou non, ou ADHD, oui ou non, tout ça, mais on regarde vraiment le fonctionnement de la personne et comment il voit le monde, plutôt que son diagnostic. Et puis on fait de la recherche participative avec donc des adultes. Donc parmi tous ces gens-là, il y a des autistes et des personnes hyperactives et tout ça, et puis des chercheurs, des fois qui sont les deux d'ailleurs, et puis des adolescents qui sont super, donc et qui ont fait un petit guide de langage, de qu'est-ce qu'il faut utiliser, qui font des trucs contre la stigmatisation des personnes autistes, et qui nous ont dit combien ça avait été important pour eux d'avoir le diagnostic à 8 ans, à 13 ans, qui c'était un des facteurs de résilience importants, c'était d'éduquer les parents. Tous ces parents, les parents sont là souvent, et sans la compréhension des parents de cette différence, je crois que ces mômes ne seraient pas là, quoi. Voilà. Et puis aussi, donc j'adore, il y avait Daniel, je crois, je ne sais plus où est-ce qu'il est, et lui il avait dit ah oui, moi quand j'étais jeune, donc le mec il a 16 ans, quand j'étais jeune, j'avais des gros problèmes à l'école, j'ai été aidé, et maintenant je suis immunisé des problèmes de l'école. Et donc c'est pour ça, je pense qu'on ne se rend pas compte, et en particulier en France, ouais, chaque enfant a son rythme et tout ça, c'est vrai, mais si on n'aide pas, c'est vraiment, on ne voit pas la conséquence de ne pas aider un môme qui est en difficulté. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu qu'il y avait des gènes dans le cerveau, en tout cas dans celui de Louis, je pense, et que par contre c'était un peu un orchestre. J'adore cette façon de voir de Kaby Brook, qui est une personne autiste, qui a dit c'est marrant quand je discute avec les médecins, les chercheurs, ils voient ma vie comme ça, et c'est marrant parce que moi je vois ma vie comme ça, quoi. Et je trouve que c'est une belle façon d'illustrer. Voilà, j'ai même écrit un bouquin, et tout l'argent, mes droits d'auteur vont à la recherche sur l'autisme, donc si vous voulez participer. Et vous avez des personnes d'autistes qui ont écrit des super bouquins. Il y a Joseph qui est très connu en France et qui fait des bouquins d'une humanité incroyable. Ça, c'est un papa espagnol qui a découvert l'autisme de sa fille. Il y a des petits films sur YouTube qui sont extraordinaires. Et sur le t-shirt, il y a marqué « Je suis unique comme tout le monde ». Voilà, c'est mon message et merci beaucoup.